On arrive donc à la partie 5 qui est finalement la partie la plus importante et quelque part la partie la plus triste, c'est l'aspect social de la mondialisation. Donc je vais d'abord vous proposer un petit récapitulatif de quelques délocalisations récentes. On voit qu'il y a beaucoup de régions françaises qui ont souffert des délocalisations, notamment le nord de la France. L'année 2017 est une année où il va y avoir beaucoup de fermetures d'usines, pas forcément toujours liées à des délocalisations, mais souvent. Je vous propose un petit article de 20 minutes qui parle des plans sociaux chez Whirlpool, GMS et Vivarté. Hop là. Ouais, donc comme on peut le voir, GMS, Whirlpool, Vivarté, de nombreux plans sociaux attendent le nouveau gouvernement. Donc ça a été fait en mai 2017. Donc on a GMS Industrie, on a Whirlpool, on va avoir Vivarté, Tati, William Saurin, Airbus qui va supprimer plus d'1 millier de postes, Accor Hôtel, Nestlé. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'usines qui ferment en ce moment et c'est souvent lié aux délocalisations. Si on regarde la carte de l'industrie en France, le pourcentage de personnes travaillant dans l'industrie, on peut voir la différence entre 1968, où il y avait des régions où on dépassait les 50% de personnes travaillant dans l'industrie, et maintenant, où il y a beaucoup moins de régions industrielles. Donc voilà, on vit un vrai désastre industriel, beaucoup d'entreprises quittent le territoire. Donc ces cartes sont issues du livre d'Hervé Lebras et d'Emmanuel Todd, Le mystère français. Autre point à montrer, ce que vous voyez à l'écran, c'est l'Arc de Triomphe de François Ruffin. C'est la liste de ses défaites. En fait, il écrit toutes les entreprises de sa région, d'Amiens, qui ont subi un plan social. Donc je vais vous lire l'introduction de son ouvrage, Leur grande trouille, journal intime de mes pulsions protectionnistes. J'ai dessiné ça cet après-midi pendant la vente aux enchères. Sur mon arc de triomphe ne figurent que des défaites. Depuis 10 années, à travers la Picardie d'abord, la France ensuite, j'ai visité des usines de robinets, de pistons, de cacao, de lave-linge, de canapés, de chips, de yaourt. J'ai vu des ateliers tout neufs et déjà vides, des bâtiments immenses et laissés à l'abandon. J'ai vu des ouvriers manifester devant leur société, devant des mairies, des sièges sociaux, l'Assemblée nationale. Je les ai vus organiser des meetings, des concerts de soutien, des réveillons de Noël, des cars pour monter à Paris ou pour suivre leur chaîne en Pologne. Je les ai vus signer des pétitions, distribuer des tracts sur les marchés, se serrer les coudes derrière une banderole, crier dans un conseil municipal. Je les ai vus porter plainte devant les prud'hommes, des tribunaux correctionnels, des cours d'appel, la cour de cassation, être poursuivis à leur tour devant les magistrats, commander des rapports au cabinet Secafi Alpha ou Syndex, ouvrir des livres 3, fermer des livres 4. Je les ai vus dénoncer leurs syndicats, former des comités de lutte, séquestrer leurs dirigeants, se menotter aux grilles de la direction du travail, mettre à sac une sous-préfecture, placer des bonbonnes de gaz sur le toit, investir des assemblées générales d'actionnaires, interpeller leur PDG à la tribune. Je les ai vus occuper leurs fabriques durant des semaines, des mois, entamer des grèves de la faim, se réunir tous les jeudis dans l'ancien local syndical. J'ai vu tous ces efforts désespérés, ces tentatives vaines, avec toujours au bout la défaite. Qu'on déguise parfois tant bien que mal en victoire parce que l'entreprise a rallongé l'enveloppe des indemnités, parce qu'un pôle logistique sera préservé, parce qu'une cellule de reclassement viendra offrir un répit. Voilà, donc si vous voulez comprendre pourquoi certaines personnes s'engagent aujourd'hui pour plus de protectionnisme, c'est notamment pour éviter ce qu'on voit là, toutes ces délocalisations qui ont un coût social qui est énorme. Et c'est pas du tout une idée de repli sur soi, c'est plutôt une idée pragmatique pour pouvoir sauver des emplois. On pourrait, dernière phrase, on sauve l'honneur mais pas l'essentiel, les emplois. On pourrait reprendre aussi l'exergue dans le livre de Maurice Allais, qui pour moi doit avoir le même point de vue que François Ruffin. C'est pour défendre les travailleurs qu'on souhaite revenir à un petit peu plus de protectionnisme. Donc je vous lis l'exergue. Ce livre est dédié aux innombrables victimes dans le monde entier de l'idéologie libre-échangiste mondialiste, idéologie aussi funeste qu'erronée, et à tous ceux que n'aveuglent pas quelques passions partisanes. Voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est si un certain nombre d'auteurs sont pour plus de protection douanière, c'est pour ça. C'est pour pouvoir conserver des emplois, conserver un niveau de vie suffisamment élevé. Donc là je vous propose un petit schéma, une petite animation. Donc on va faire une hypothèse sans régulation douanière avec des choix rationnels.
Donc si on fait l'hypothèse qu'en France et dans le monde entier, on n'a plus du tout de régulation, que ce soit au mouvement des marchandises ou au mouvement des capitaux, qu'est-ce qui risque de se passer? Qu'est-ce qui se passe déjà d'ailleurs? Mais pour la production, enfin pour les usines, les grandes entreprises ont un intérêt à placer leurs usines dans des pays où le coût du travail est plus faible. Donc les usines quittent très souvent le pays pour aller soit en Chine, au Bangladesh, en Europe de l'Est ou au Maghreb. C'est voilà, les cas un peu fréquents. Beaucoup d'entreprises étrangères pourraient placer leur siège social en France, mais vont le placer à l'étranger pour payer moins d'impôts, même s'ils produisent en France, hein, c'est le cas de Google, Facebook, Amazon, c'est le cas aussi d'ailleurs d'Airbus, hein, qui est une entreprise de droit hollandais. Et donc pour payer moins d'impôts, les entreprises placent leur siège social dans des pays qui ont un taux d'imposition sur les sociétés faible, donc l'Irlande et les Pays-Bas, ou réalisent des montages financiers à partir de filiales qui fournissent des prêts aux entreprises à la filiale française ou leur demande de reverser des royalties, ce qui permet à la filiale française de ne pas afficher de bénéfices afin de ne pas payer d'impôts en France et de reverser tous les bénéfices à la filiale au Luxembourg pour en payer très peu. De la même manière, les grosses fortunes, une partie des grosses fortunes françaises ont fait de l'évasion fiscale, sont allées en Suisse, en Belgique pour payer moins d'impôts. Dans tous ces cas, on a deux choix. Soit on choisit de s'aligner, c'est-à-dire un coût du travail très faible, ce qui fait que les gens auront un pouvoir d'achat beaucoup plus faible, et un taux d'imposition faible, ce qui fait qu'on ne pourra plus maintenir un système social de qualité et qu'on sera obligé de le démanteler petit à petit. L'autre solution, qui selon moi est bien meilleure, c'est de faire de la régulation. Donc pour que nos usines puissent rester en France ou que de nouvelles usines puissent être construites en France, il faudrait soit des taxes douanières ou des quotas, afin que ce soit plus rentable de fabriquer en France pour avoir accès au marché français, mais également le contrôle du mouvement de capitaux. Si par exemple une entreprise souhaite délocaliser, on doit pouvoir lui dire non, ce qu'on ne peut pas faire actuellement à cause de l'Union européenne. Ça permettrait de maintenir nos usines en France. Pareil pour les sièges sociaux. Si on souhaite maintenir les sièges sociaux en France afin que la filiale française d'une entreprise internationale paie ses impôts en France, il faudrait pouvoir refuser à cette entreprise le droit de sortir de l'argent. Il faudrait donc, pas lui refuser le droit de sortir de l'argent, mais pouvoir le contrôler. Il faudrait donc faire un contrôle des mouvements de capitaux, ce qui permettrait de conserver des filiales en France qui payent leurs impôts en France. Et pour les grosses fortunes, c'est la même chose. Grâce au contrôle du mouvement de capitaux, on pourrait leur dire non, vous n'avez pas le droit de sortir 30 000 euros par mois de France. Si vous gagnez de l'argent en France, vous devez d'abord payer vos impôts en France. Avec une politique de régulation, ça nous permettrait de conserver et nos usines et nos sièges sociaux d'entreprise afin que les entreprises payent leurs impôts en France et nos grosses fortunes. Il faudrait d'ailleurs que le monde entier fasse ça, ce serait mieux. Je vous propose cette petite caricature. Bon, je sais pas s'il faut la commenter. En gros, on a une personne très riche qui dit « J'aimerais tant baisser les salaires, casser le droit du travail et baisser les cotisations sociales. » Et on voit une deuxième personne qui vient le voir et qui lui dit « Mais nous avons la solution, il suffit de mettre les peuples en concurrence directe les uns avec les autres. » Avec cette concurrence directe, en fait, les entreprises choisiront où placer leur usine, à l'endroit où le coût du travail est le moins cher, où placer leurs sièges sociaux, à l'endroit où les impôts sur les sociétés sont les plus faibles, et où habiter. Par exemple, Bernard Arnault voulait aller habiter en Belgique, beaucoup d'artistes français sont allés habiter en Suisse ou en Belgique, ce qui fait un manque à gagner pour les impôts français. Voilà. Donc pour résumer, du point de vue social, la mondialisation c'est la course au moins-disant. Le libre-échange permet de mettre en concurrence les peuples et leurs systèmes sociaux. Si dans un pays les salaires et les cotisations sont trop élevés, les salariés trop protégés, les normes écologiques trop contraignantes, les syndicats trop puissants, pour moi c'est pas des aspects négatifs, hein. Les multinationales peuvent se délocaliser, ça c'est un aspect négatif. La politique de libre-échange a généré au sein de l'Union européenne
des délocalisations à l'ouest et une stagnation des salaires à l'est, malgré une augmentation de la productivité. Ce qui fait qu'on globalement la productivité augmente mais les salaires n'augmentent pas. Et ça risque de continuer comme ça dans un monde ouvert pour les marchandises et les capitaux. Et point intéressant, c'est que ce débat est actuellement trop réservé aux extrêmes dans le paysage audiovisuel français. À part Mélenchon et Le Pen, très peu d'autres partis politiques ont le droit d'en parler. On arrive donc à la partie 6, piste de solutions. Donc quelles solutions pour pouvoir réguler un peu mieux le commerce international? Alors avant de commencer, je vous indique juste qu'il existe un système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Alors c'est un outil c'est une norme internationale qui est créée pour pouvoir faciliter la désignation de chaque produit dans les droits de douane. Si vous allez sur Wikipédia, vous trouverez un article système harmonisé de droits de douane où chaque produit est désigné dans différentes sections et chapitres. Donc section 1 animaux vivants et produits animaliers, section 2 produits végétaux, section 3 graisses et huiles. En tapant ça sur Google, vous trouverez un PDF avec le document complet. Donc pourquoi je vous dis ça, c'est simplement pour vous dire que il ne s'agit pas de faire une seule taxe sur tous les produits, mais on peut faire une taxe sur différents produits. Il y a d'ailleurs une norme qui est prévue pour ça, celle dont je viens de vous parler. Alors, quelle solution on pourrait avoir? On pourrait avoir les tarifs douaniers, c'est-à-dire mettre des taxes. Par exemple, sur les t-shirts, on va mettre 15% de taxes. J'aime bien cette idée, mais je préfère la suivante, qui est celle de Maurice Allès, c'est du contingentement. C'est-à-dire qu'on va proposer des licences d'importation qu'on va vendre aux enchères. On va dire, par exemple, pour cette année, vous pourrez importer 100 millions de t-shirts en France. Et donc les différentes entreprises vont pouvoir les acheter aux enchères. Ce qui permettra de maintenir une certaine partie de la production nationale. La question c'est à quel niveau est-ce qu'on peut fixer ces licences d'importation. Alors je vais proposer une idée, après c'est quelque chose de totalement modifiable, ça n'est qu'une idée. Donc on calcule la consommation nationale d'un produit et on fixe le quota. Par exemple pour le textile, l'ameublement et le linge, pour 100 unités consommées par an, donc on récupère ça dans des statistiques, on pourrait proposer 10 licences d'importation à vendre aux enchères par an, ce qui permettrait d'avoir 90% de la production réalisée sur le territoire national. Pour les matières premières, style le pétrole, le coton ou les minerais qu'on n'est pas capable de produire en France, pas de quota, ça n'a aucun sens. Pour l'électroménager, on pourrait avoir 30 licences, qui a un petit peu plus de concurrence internationale parce qu'il y a plus d'innovation dans l'électroménager que dans le textile. Donc 30 licences, ça pourrait être pas mal. Pour l'aéronautique, pas de quota, vu que globalement la concurrence se fait sur le niveau technologique des avions, leur consommation, leur fiabilité. Donc ça n'a pas de sens de mettre de quotas. Sur les smartphones, on peut imaginer ne pas mettre de quotas non plus, puisque c'est des produits qui sont déjà assez chers, on ne souhaite pas augmenter leur prix, et ça prendrait peut-être un peu de temps avant que ce soit fabricable en France. Pour des panneaux solaires, des pompes à chaleur, dans le cadre d'une politique de transition écologique, ça vaudrait le coup de mettre des licences d'importation pour que, si jamais on a des incitations fiscales ou des subventions pour installer ce type de produit, autant que ce soit fabriqué en France. Pour les produits agricoles, style les pommes, les patates, 10 licences. Pour des produits agricoles qu'on ne peut pas consommer en France, peut-être qu'on ne peut pas produire en France, sauf dans les territoires d'outre-mer, ça pourrait être calculé différemment. Voilà, globalement l'idée c'est d'avoir quelque chose de différent par produit. Il faudrait faire une mise en place progressive, il ne s'agit pas de mettre ces quotas du jour au lendemain. Il faudrait d'abord mettre des quotas très larges puis ensuite les réduire, afin que qu'on soit pas du jour au lendemain avec beaucoup de t-shirts à vendre en France et puis du jour au lendemain qu'il n'y en ait plus du tout et attendre que les entreprises créent des usines et les fabriquent. Il faudra le faire progressivement. Les quotas ou tarifs sont à définir par produit ou par groupe de produits, c'est un peu ce que je viens de dire avant. Il n'y a pas de sens à mettre une taxe globale, il faut le faire par produit en fonction de ce qu'on est capable de produire en France et de ce que l'on souhaite produire en France.
Euh, Alors ça, c'était une idée de Jacques Sapir, possibilité de reverser les sommes perçues lors des enchères à des fonds de développement. Pourquoi pas, puisque ça rapportera un peu d'argent, ces tarifs douaniers ou la mise aux enchères des licences d'importation. Donc pourquoi pas les reverser à des fonds de développement. Il faut que les quotas soient ajustables en fonction de la conjoncture. Le jour où il n'y a plus du tout de chômage en France, ça vaut peut-être le coup d'augmenter le nombre de produits étrangers, et puis le jour où il y a beaucoup trop de chômage en France, on baisse les quotas. Le but, c'est vraiment de l'ajuster en fonction du chômage en France et des besoins de la France. Il faut d'ailleurs que tous les pays fassent ça. Ces solutions sont incompatibles avec les articles 3 et 28 à 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Si on va dans le TFUE et qu'on va à l'article 3, qu'est-ce qu'on peut lire ? Sur l'article 3, l'Union dispose d'une compétence exclusive dans les domaines suivants, l'union douanière. Ça veut dire qu'au niveau national, en France, on ne peut pas faire ça dans le cadre de l'Union Européenne, puisque c'est l'Union Européenne qui décide. Ensuite, si on va voir le titre 2 de la deuxième partie, le titre 2 de la troisième partie, libre circulation des marchandises, donc les articles 28 à 36, je crois, disent globalement qu'on n'a pas le droit de créer de quotas douaniers vis-à-vis des autres pays européens. Et comme l'article 3 dit que c'est pas au pays de décider de leur politique douanière vis-à-vis des pays tiers, quoi qu'il arrive, la France ne peut pas décider de sa politique douanière au sein de l'Union Européenne et ne peut pas mettre à pouvoir de politique douanière vis-à-vis des autres pays de l'Union Européenne. Donc c'est incompatible avec ces articles-là. En ce qui concerne le contrôle des mouvements de capitaux, le contrôle des mouvements de capitaux est interdit par un article qui est l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne. Donc on va pouvoir le trouver un petit peu plus loin. Article 63, les capitaux et les paiements. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions au mouvement de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions au paiement entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Ça signifie donc qu'on ne peut pas faire ça au sein de l'Union Européenne, mais on ne peut pas non plus le faire vis-à-vis des pays qui sont hors de l'Union Européenne. Donc on ne peut pas faire de contrôle du mouvement de capitaux tant qu'on a les traités européens qu'on a maintenant. Si vous voulez un peu plus d'infos là-dessus, je vous conseille de suivre François Asselineau qui en parle beaucoup. Et donc pour appliquer ces solutions, on a besoin soit de changer l'Union Européenne, ce qui de mon point de vue est hautement improbable. Je dis hautement improbable pour ne pas mettre impossible. Je pense que ça n'arrivera jamais, un changement de l'Union Européenne vers plus de protectionnisme. C'était la base de l'Union Européenne, le libre-échange, donc je pense pas que ça puisse changer ça. Et donc on a la deuxième solution qui pour moi est beaucoup plus réaliste et beaucoup plus simple à mettre en place, qui est la sortie de l'Union Européenne, pour pouvoir avoir une politique de régulation douanière. Donc on arrive à la conclusion. Donc pour résumer un peu tout ce qu'on a pu voir, d'abord la politique douanière, c'est un outil qui peut être intéressant pour assurer en même temps d'un côté un niveau de chômage suffisamment bas et de l'autre côté un système social de qualité, donc ça veut dire SMIC élevé, sécurité sociale, droit du travail. Et le but, c'est d'éviter de mettre en concurrence les travailleurs des différents pays. On va plutôt mettre les entreprises en concurrence entre elles dans les pays, plutôt que mettre les pays et leurs systèmes sociaux en concurrence devant les entreprises. C'est un peu ça l'idée. Le deuxième point qu'il faudra se rappeler, c'est que le protectionnisme a joué un rôle important dans le développement des nations. On a vu ça dans les parties 2 et 3. On a vu aussi que beaucoup d'économistes sont favorables à plus de régulation douanière. C'était le cas notamment de Maurice Allais, mais il y en a d'autres. Et enfin, l'option protectionniste peut être une option éthique. Alors c'est pour dire que on fait pas du protectionnisme pour se couper de l'étranger. C'est pas ça du tout. Le but, c'est d'améliorer le niveau de vie des gens. Donc ça peut complètement être une option éthique. Et donc en perspective, vue d'ensemble de la destruction des régulations, l'objectif global, c'est la mise en concurrence, faire en sorte que
tous les systèmes sociaux soient en concurrence afin que les entreprises et les possédants puissent choisir le lieu de leur activité. Donc c'est la libre circulation des marchandises, la libre circulation des capitaux, la suppression des barrières non tarifaires. Bientôt on pourra plus choisir nous-mêmes dans un pays les normes que l'on souhaite instaurer. Les pays pourraient être attaqués devant des tribunaux d'arbitrage parce qu'ils interdisent le poulet chloré par exemple. C'est quelque chose qui pourrait arriver ça. La suppression de la possibilité de dévaluer avec l'euro. La dévaluation, j'en parlerai dans une autre présentation, c'est un outil de régulation aussi. Donc ceci permet aux possédants de choisir le pays de leur activité, a pour effet des délocalisations si les salaires et les charges sont trop importantes, une évasion fiscale si les impôts sont trop importants, des délocalisations si les normes écologiques sont trop contraignantes, et bientôt peut-être des procès envers les États avec le TAFTA. Alors les procès envers les États ça existe déjà, mais je crois pas que la France y soit trop soumise pour le moment, un petit peu avec l'OMC, mais si le TAFTA vient à être signé et ratifié, il y a des chances que ce soit plus fréquent. Et donc globalement, les pays doivent s'aligner progressivement sur le moins-disant social et environnemental. C'est à ça que mène la baisse des régulations. Ensuite, on pourrait évaluer l'influence des décisions politiques sur la mondialisation. Donc je vous propose d'abord un agenda de la dérégulation douanière au niveau européen, c'est assez intéressant ce qu'a fait l'Union Européenne au niveau de la dérégulation douanière. Donc en 1957 on a eu le traité de Rome, ça a été une suppression progressive des tarifs douaniers entre les pays membres de l'Union Européenne. Ça posait pas énormément de problèmes puisque les pays étaient d'un niveau de salaire à peu près similaire. Ce qui va poser plus de problèmes, c'est la suite, c'est à partir de 1974. Donc c'est notamment l'entrée de la Grande-Bretagne, mais aussi de deux autres pays dans l'Union Européenne, où là ça a été la suppression progressive des tarifs douaniers avec les pays tiers, avec les pays hors de l'Union Européenne. C'est notamment... Maurice Allais en parle beaucoup dans son ouvrage, et 1974 c'est notamment la cassure, la fin des 30 Glorieuses. En 1992, on a le traité de Maastricht qui va amener la fin de la possibilité de faire du contrôle des mouvements de capitaux. Si vous voulez voir quelqu'un qui en parle bien, je vous conseille de regarder François Asselineau. Je ne crois pas qu'il a fait de conférence spécialement sur ce sujet, mais il en parle beaucoup. En 99-2002, alors je mets ces deux dates parce que l'euro a été instauré sur les comptes en banque avant que la monnaie papier euro ne voit son apparition, mais ça a été la fin des dévaluations au sein de la zone euro. Et donc la fin des dévaluations, c'est un outil de régulation qu'on supprime en plus. Et puis bientôt, le TAFTA et le CETA qui risquent de mettre fin aux protections normatives. On ne pourra plus faire de normes environnementales sans risquer d'être attaqué par des tribunaux arbitraux. Bon, pour l'instant c'est pas fait, mais il y a des chances que ce soit fait à l'avenir. Si on veut voir ça au niveau mondial, en plus de la dérégulation douanière au niveau européen, au niveau mondial, avec le GATT puis l'OMC, on a eu une baisse progressive des tarifs douaniers, donc avec les différents cycles, Genève, Annecy, Torquay, Genève 2, Dillon. Point intéressant, en 1963, la France est sortie du GATT et y est rentrée. Ce serait intéressant de regarder ça plus en détail, je ne m'y suis pas vraiment intéressé, mais ça doit être un élément intéressant à regarder. En 1964-67, le round Kennedy, ensuite le cycle de Tokyo, le cycle de l'Uruguay, le cycle de Doha. Voilà, tous ces cycles ont pour but de diminuer la régulation douanière entre les différents pays du monde. Enfin, perspective, alors aspect non traité et questions diverses, là je vais balancer quelques questions en vrac. Alors quelle est l'influence de la dérégulation douanière sur la spéculation? Est-ce qu'il y a une influence? J'en sais rien pour l'instant, ce serait à regarder. Sur le blé, le coton, le cacao, quelle influence sur la spéculation? Il semble que la mondialisation tende à spécialiser les pays dans leur production agricole et industrielle. Alors à partir de ça, si un pays produit du coton, un pays produit du soja, un pays produit autre chose, qu'est-ce qui se passe dans le cas où on a un événement géopolitique, écologique ou économique qui limiterait le commerce mondial?
Alors, je dis géopolitique, ça peut être des guerres, ça peut être un élément écologique qui fait dans un pays donné, on a une production qui s'arrête complètement. Ça a été le cas avec le mildiou en Irlande. Donc une maladie des pommes de terre qui a créé une famine en Irlande. Donc est-ce que c'est bien que tous les pays se spécialisent? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux que les différents pays puissent produire des produits agricoles différents, enfin puissent produire plein de produits agricoles et avoir plusieurs industries? Je pense pas que la spécialisation soit une bonne chose à très long terme, puisqu'il peut y avoir des événements. Souhaitons-nous nous orienter vers une consommation plus locale et maintenir une agriculture raisonnée et diversifiée? Là c'est un peu la même question. Si on part sur l'idée d'un libre-échange total, les produits agricoles qui seront les moins chers, ce seront ceux qui seront réalisés dans des très 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 grandes exploitations, des fermes de 1000 vaches, des exploitations immenses, ce qui fera la disparition de l'agriculture raisonnée, et puis on achèterait des produits qui viennent de 10 000 km. Est-ce qu'on ne préférerait pas consommer local? Souhaitons-nous voir disparaître l'industrie française? C'est un petit peu ce qui se profile. On est parti là sur la tendance actuelle, c'est que l'industrie française est en train de disparaître petit à petit. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Est-ce que ça vaut pas le coup d'utiliser la politique douanière et ou le contrôle des mouvements de capitaux pour limiter ça? Doit-on le faire seul? Alors là je mets cette question avec un point d'interrogation. Globalement je suis favorable à ce que tous les pays du monde le fassent. Maintenant si la France souhaite le faire et qu'aucun autre pays le fasse, je préfère qu'elle fasse. Voilà. Doit-on mettre les peuples et leurs systèmes sociaux en concurrence devant les multinationales, ou mettre les multinationales en concurrence devant les peuples? C'est quelque part la vraie question de la régulation douanière. Il y a des entreprises qui sont mondiales. Elles peuvent se baser où elles veulent pour produire, elles peuvent placer leurs sièges sociaux où elles veulent. Si elles peuvent avoir accès à tous les marchés, elles vont se mettre à l'endroit où elles payent le moins d'impôts et où le coût du travail est le moins cher. Et donc les différents peuples et systèmes sociaux seront en concurrence. Alors que si on a de la régulation, les multinationales seront en concurrence entre elles sur un territoire donné, ce qui permettra de maintenir un SMIC élevé, un système social de qualité et tout ça. Pour prolonger, alors je vais vous proposer plusieurs livres. D'abord le livre de François Ruffin, Leur grande trouille, journal intime de mes pulsions protectionnistes. Si vous voulez commencer sur ce sujet, c'est vraiment ce livre-là que je vous conseille. Il est très complet et très accessible. C'est vraiment un excellent travail. En plus de ça, j'aime beaucoup François Ruffin dans le sens où c'est quelqu'un qui est très à gauche, ce que je trouve très bien, et qui fait partie de la gauche pragmatique. C'est-à-dire que il souhaite qu'on maintienne des industries en France et il est prêt à utiliser des outils comme le protectionnisme, la politique douanière pour maintenir des emplois et un SMIC élevé et tout ça. Donc vraiment excellent ouvrage. Deuxième ouvrage, Le protectionnisme et ses ennemis, un ouvrage collectif de Ha-Joon Chang, Serge Halimi, Frédéric Lordon, François Ruffin et Jacques Sapir. C'est un tout petit ouvrage, mais il est très bien. C'est un bon élément aussi si vous voulez le lire assez rapidement. Il est plus court que Leur grande trouille, donc vous pouvez commencer par celui-ci. Eduardo Galeano, Les veines ouvertes de l'Amérique latine. C'est un ouvrage qui raconte, c'est le sous-titre, l'histoire implacable du pillage d'un continent. Il parle pas forcément beaucoup de la politique douanière, mais il en parle un petit peu et il fait une comparaison entre l'Amérique du Nord protectionniste et l'Amérique du Sud qui n'avait pas le droit de se créer une industrie durant la colonisation espagnole. Maurice Allais, La mondialisation, la destruction des emplois et de la croissance, l'évidence empirique. Alors très bon ouvrage, par contre si vous avez jamais fait de maths, ça va être compliqué. Il y a beaucoup de maths dedans, donc il n'est pas très accessible, mais en tout cas je le conseille. Si vous avez jamais fait de maths, vous pourrez le lire, mais il y a beaucoup d'éléments
vraiment pas accessible. Jacques Sapir, La démondialisation, donc très bon ouvrage, assez court mais super dense. Je vous conseille de le lire avec un bloc-notes, faut prendre des notes parce que c'est très dense. Et enfin, Les faits sont têtus d'Olivier Berruguet. Quelques éléments intéressants, enfin quelques éléments sur la mondialisation dedans. C'est bien fait. Il utilise beaucoup de courbes sur les longues. Il utilise beaucoup de courbes sur des durées assez longues, donc c'est très intéressant. Il fait vraiment une étude sur les faits et sur les chiffres, donc c'est vraiment très bien. Et puis je vais ajouter un petit point, il s'est fait attaquer récemment par le Décodex en disant que son site était de mauvaise qualité. C'est totalement infondé. Il fait vraiment un super travail et tout ce qu'il fait est sourcé, donc je vous conseille vraiment ce livre. Ensuite, les livres que je n'ai pas lus mais que je conseille. Alors, c'est des livres que je prévois de lire mais que j'ai pas encore lus. Kicking Away the Ladder de Ha-Joon Chang. Ça signifie retirer l'échelle. Ça parle en grande partie de la politique douanière. C'est le coréen dont parle François Ruffin. Son deuxième bouquin sur le sujet, Bad Samaritans, The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism. C'est un peu le complément du premier livre, j'imagine. Enfin, faudrait que je lise les deux. Le mythe du libre-échange et l'histoire secrète du capitalisme. Eric Reinert, qui a écrit Comment les pays riches sont devenus riches, pourquoi les pays pauvres restent pauvres. Alors, c'est un Scandinave. J'ai lu seulement quelques articles de sa part, mais je pense que ce livre doit être de très bonne qualité. Il doit d'ailleurs défendre à peu près la même thèse que celle de Ha-Joon Chang. Emmanuel Todd, L'illusion économique, Perspective libre, protectionniste, protéger ou disparaître, et un livre de Franck Dedieu, Benjamin Massé-Stramberger et Adrien de Tricorneau, L'inévitable protectionnisme. Voilà. Pour prolonger, donc suite à cette présentation, je peux proposer plusieurs pistes à suivre pour approfondir le sujet. Alors cette présentation parle de la politique douanière de manière générale. Il faudra analyser quelques mesures de politique douanière au cas par cas. Voilà, l'idée ce serait essayer de probablement, je sais pas, faire un site internet sur lequel on mettrait une liste de décisions douanières et on étudierait chacun des effets. Par exemple dire voilà, le Kenya a monté ses taxes douanières sur le lait en 2008. Au bout de 2 ans, ça a donné ça. Voilà ce qui pourrait être intéressant à faire. Bon, c'est un travail énorme, hein, je lance juste l'idée. Il faudrait faire aussi une étude des produits importés dans les rayons de supermarché. Il faudrait que des gens aillent dans les rayons de supermarché et puis filment chacun des produits en disant voilà, ça vient de ce pays-là, ça vient de ce pays-là, qu'on puisse savoir un petit peu dans un environnement qu'on connaît, quelle est la proportion de produits importés et de produits fabriqués en France. Il faudrait faire une étude détaillée de l'évolution des politiques douanières. C'est pareil, ça pourrait être un site internet qui dirait voilà, au cours du temps, la politique douanière sur tel produit a évolué dans tel sens. Évaluer les règles douanières que les puissances coloniales imposaient à leurs colonies. Avec Eduardo Galeano, on a pu voir que l'Espagne interdisait à ses colonies de fabriquer même une aiguille. Est-ce que ça a été le cas dans les autres colonies? Ce serait intéressant de s'intéresser à l'Inde. J'avais vu quelque part que avant la colonisation anglaise, l'Inde était un pays de tisserand et que suite à la colonisation anglaise, toute l'industrie textile indienne a quasiment disparu. Elle réapparaît un peu maintenant, mais voilà. La colonisation avait vraiment attaqué l'industrie textile indienne, du moins je crois. Il faudrait se renseigner sur Sankara, quelle politique a-t-il mise en place et quels résultats. Ce serait intéressant d'interviewer les différents auteurs sur le sujet, Sapir, Ruffin, Berruguet. Ce serait intéressant d'interviewer l'ERAMA, l'Alliance internationale pour la reconnaissance des apports de Maurice Allais, puisqu'on n'a pas eu d'interview télévisée de Maurice Allais, enfin, du moins pas d'interview supérieure à 1 minute 30, que la seule personne à l'avoir interviewé c'était François Ruffin, donc il faudrait le faire d'une manière un petit peu plus
importantes avec les RAMA, puisque maintenant que Maurice Allais est mort, on ne peut pas l'interviewer lui-même, il faudra interviewer les personnes qui l'ont côtoyé. Et puis enfin, proposer un autre vocabulaire. Le vocabulaire actuel, c'est protectionnisme et libre-échange. Donc protectionnisme, un mot en isme, ça paraît très péjoratif. Et libre-échange, les mots libre et échange, ça paraît beaucoup plus amélioratif. Il faudrait proposer à la place régulation et dérégulation du commerce international ou douanière. Il faudrait un accès intuitif aux statistiques économiques. C'est très difficile de vérifier si une info est vraie ou pas. C'est très difficile de trouver des courbes sur les tarifs douaniers au fil du temps. Donc ce serait intéressant d'avoir un site internet qui permette de faire ça. Et pour moi, continuer à lire et compléter cette présentation. Je vous remercie de votre attention et j'espère que cette présentation nous aidera à progresser collectivement. Si vous avez rencontré des erreurs, j'ai mis volontairement le numéro des planches en bas. Voilà, si vous voyez une erreur à la diapo 36, dites-le moi. Je vous remercie en tout cas.